Voilà, donc bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Moi, je suis Dr Soumela Boubacar, coordinateur du REPREMAF. Et nous avons vraiment le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir un de nos grands frères aînés et un de nos chers maîtres à la faculté de médecine de Bamako. C'est Dr Guida Landouré qui est neurogénéticien, qui va nous entretenir aujourd'hui sur un thème important qui est la recherche en neurogénétique, en génétique médicale de façon générale et précisément en neurogénétique en Afrique. Et comme on a accusé beaucoup de retard, on ne va pas tarder. Nous remercions tout le monde pour la patience et on va lui passer la parole. Nous tenons vraiment à le remercier beaucoup pour l'amabilité et la spontanéité avec laquelle il a accepté d'animer cette conférence. Malgré son déplacement, il est connecté depuis les États-Unis actuellement. Et vraiment, un grand merci, Koro, comme on dit au Mali. Vous avez la parole. Ok, merci Soumaïla. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer à chaque événement d'apprentissage pour ma propre personne, mais aussi pour nos collègues et puis pour aussi nos apprenants. Donc, je suppose que ce webinaire va être un enseignement pour nous tous. C'est vrai, vous avez eu raison de préciser génétique en Afrique, mais peut-être que je vais plus me focaliser sur ce qui est fait sur le plan neurogénétique et en donnant le cas spécifique du Mali. Bon, comme toujours, j'aime commencer par ce challenge qu'on a devant nous. L'Afrique étant le second continent en termes de population et en termes d'étendue, mais aussi qui est la place de près de 30% des ressources identifiées au monde. Et malgré tout ça, si vous voyez cette carte, ce qui est le reflet de ce qui a été fait en termes de recherche et de développement à travers le monde, on voit sur cette figure que les autres continents ont à peu près leur forme, certains même dépassent leur forme, mais malheureusement, l'Afrique, ce qu'on voit, c'est vraiment un petit trait qui ne représente réellement pas la carte de l'Afrique. Et c'est surtout au nord et au sud de l'Afrique qu'on voit quelques événements de recherche si on compare à l'échelle mondiale. Mais ça, ce n'est pas parce que nous manquons d'opportunités. Si on regarde spécifiquement la question des génétiques, l'Afrique offre un environnement unique de faire des études génétiques à cause de la consanguinité et de la fertilité qui sont élevées et à cause aussi de sa diversité en termes de population. Et ce qui peut être une faiblesse, qui est par exemple le manque d'études génétiques en Afrique, peut être une opportunité aujourd'hui parce que tout ce qui a été fait dans les autres populations est presque connu. Donc, tout le monde cherche aujourd'hui à voir ce qui est au niveau de l'Afrique. Pourquoi ça? Parce qu'on a vraiment d'autres challenges. Les challenges sont quoi? C'est d'abord le problème des spécialistes. Si on regarde en 2008, en Afrique au sud du Sahara, il n'y avait que 2 centres de formation en neurologie. Aujourd'hui, le Mali le fait et d'autres pays aussi se sont engagés sur cette voie. Mais quand on regarde, il y avait à l'époque que 78 neurologistes, ça veut dire 1 pour 4 millions. Alors que si on compare à la France, je sais que beaucoup n'aiment pas ces comparaisons, il y avait près de 2000 neurologistes. Et ce qui frappe, c'est que certains de ces neurologistes sont des ressortissants des pays au sud du Sahara. Donc les causes qui les retiennent là-bas, nous les savons tous. Il y a aussi le côté génétique médical. Quand on prend la moyenne dans les pays en développement, c'est environ 4 pour 1 million. Mais si on regarde par exemple un pays comme le Mali,
on a 0,25 pour 1 million. Donc, ça veut dire qu'on est loin de ce qu'il faut pour faire des études génétiques. Il y a le problème de la connaissance en génétique. Ce n'est pas seulement la population générale, mais aussi les professionnels de santé qui ne sont pas exposés à la formation génétique, qui ne sont pas intéressés, mais aussi qui ne sont pas motivés pour faire ces études. Pourquoi? Parce que on verra plus loin les causes. La population générale aussi n'est pas très informée par rapport à la génétique. Donc, n'est pas intéressée et ne cherche pas à se faire traiter pour les problèmes génétiques. L'influence culturelle, ça veut dire quoi? Parce que les maladies génétiques entraînent généralement des déformations, des symptômes qui peuvent être interprétés comme des symptômes extra-rationnels. Donc, ça dirige les patients vers les traitements traditionnels, mais aussi de ne pas aller chercher des réponses vers ce qu'on appelle la médecine du blanc. Il y a aussi la question de la stigmatisation, c'est-à-dire les familles qui ont ces maladies sont très généralement considérées comme ayant fait des choses aux ancêtres. La femme peut-être est passée sous un baobab sacré et très généralement, surtout dans le cas de notre culture où les gens sont dans des mariages consanguins, mais aussi des mariages polygamiques. Donc, la femme qui a les enfants qui portent la maladie sont généralement stigmatisées et mises de côté. La question des priorités de santé, ce n'est pas caché que les taux élevés de maladies infectieuses endémiques et épidémiques au Mali font que les ressources sont dirigées vers ces maladies. Il y a aussi les autres aspects de pauvreté, de sécurité, d'emploi qui préoccupent nos gouvernants plus que les maladies les maladies non transmissibles qui sont généralement des maladies chroniques. Il y a les relations entre les participants, ça veut dire quoi? Les gouvernants et les scientifiques. Aujourd'hui, on parle entre nous, scientifiques, on va dire des belles choses, on va dire tout ce qu'il y a comme avancée, comme potentialité, mais très rarement, il y a un tel cadre entre nous et les gouvernements et les gouvernants. Et très généralement, comme vous savez, chez nous, quand les gens commencent à parler, on dit on veut la place. Il y a aussi le problème entre les chercheurs eux-mêmes. C'est vrai, je salue cette initiative parce que c'est très rare d'avoir une telle initiative qui peut mettre les chercheurs ensemble. Et je dois dire que c'est la première fois que j'apprends vraiment cette initiative. Donc, je serais très heureux de participer aux autres. Donc, les scientifiques qui ne parlent pas entre eux parce qu'il y a très peu de fonds pour financer la recherche. Donc, ça fait que tout le monde prend son domaine comme un domaine privé, donc n'est pas prêt à s'ouvrir pour parler avec les autres. Il y a aussi, enfin, la question géopolitique, c'est-à-dire l'accès aux régions, surtout avec les instabilités sécuritaires, les instabilités politiques aussi qui ne permettent pas l'implantation de projets de recherche durables. La difficulté de circuler, même en Afrique, souvent, ce n'est pas que de l'Afrique aux autres pays, mais en Afrique. Aussi, le problème économique qui fait que les ressources limitées ne permettent pas d'asseoir des projets de recherche tels que, par exemple, l'équipement, même des problèmes d'électricité ou d'eau qui font que la recherche peut traîner. Il y a aussi le manque
de fonds locaux. C'est vrai qu'en 2004, les pays africains, à travers l'Union africaine, ont promis de mettre 1% de leur GDP vers la recherche. Mais force est de reconnaître que seulement 2 pays sont en train de faire plus de 1% de leur PIB au niveau de la recherche. Donc maintenant, on va parler un peu des maladies génétiques en Afrique. Comme j'ai dit, en fait, je suis très gêné de n'avoir pas eu assez de temps pour parcourir tout ce qui a été fait en Afrique sur ce plan. Donc, je me focalise sur à parler un peu de deux, mais je m'étendrai beaucoup sur les maladies neurologiques et héréditaires. Maintenant, je ne sais pas, j'ai mis ça, je ne sais pas si les gens, Soumaïla va me dire si on doit faire ça ou pas, parce qu'en parlant génétique, je me suis demandé s'il faut un peu parler de certains aspects en génétique. Donc, par exemple, comprendre ce que ça veut dire la génétique, les modes de transmission et autres. Donc, Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à OK. fait, docteur. OK. Donc, vous savez que notre corps comprend des millions de cellules dans lesquelles se trouvent ce qu'on appelle les chromosomes. Et le chromosome, c'est une condensation de l'ADN et l'ADN est divisé en petites unités qu'on appelle des gènes. Et les gènes aussi est divisé en exons qui sont les parties codantes, ça veut dire que les parties qui produisent les protéines, et en introns qui sont les parties qui séparent ces exons. Donc ici, c'est la représentation schématique. On voit la cellule entière. À l'intérieur, on voit le noyau dans lequel, au cours de la métaphase, on voit le chromosome. Et quand on déroule le chromosome, ça donne l'ADN et l'ADN divisé en gènes. Et ce sont ces gènes qui sont transcrits en protéines. Donc, chaque gène, normalement, produit une protéine et la protéine est ce qui donne vraiment l'œil, les cheveux et autres. Mais ce n'est pas tous les gènes aujourd'hui découverts qui sont des gènes qui codent pour des protéines. Donc, il y a l'ADN qui est la place où on a l'information biologique et qui a l'ADN au niveau du nucléus, mais il y a l'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial qui se trouve au niveau des mitochondries qu'on voit ici en jaune. Donc, l'ADN nucléaire est un ADN de double hélice, il contient plus de 3 milliards de nucléotides. On va voir pourquoi c'est important, que souvent un petit changement de nucléotides peut donner une maladie fatale, capable de se reproduire, et on hérite la moitié de notre ADN du papa et la moitié de la maman. C'est pourquoi on a des traits qui ressemblent au papa et des traits qui ressemblent aussi à la maman. Alors que l'ADN mitochondrial est circulaire, ne contient qu'à peu près 15 000 nucléotides. Donc, est passé uniquement par la maman. Ça, c'est très important parce que c'est en ce moment qu'on dit les maladies mitochondriales comme des maladies à transmission maternelle. On a 46 chromosomes groupés en 23 paires et chacun hérite une paire d'un des deux parents. Les 22 premières paires, on les appelle des autosomes et les 2 paires restantes sont ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Donc ici, on voit les karyotypes. Bon, généralement, quand les gens envoient pour des tests, généralement, les gens disent karyotype. En fait, le karyotype n'est pas le seul examen à faire pour faire un test génétique. Et d'ailleurs, dans les maladies moléculaires, il ne sert pas à identifier la maladie.
Donc, on avait dit qu'il y avait les gènes, c'est l'unité de base. Il y a environ 20 000 gènes. On était à 30 000, on est venu à 25 000 et maintenant on parle de 20 000. Et probablement, peut-être qu'on va aller en dessous de ça parce que plus on connaît les fonctionnements de ces gènes, plus on se rend compte que certains n'ont pas de fonction. Donc, la génétique médicale, c'est l'étude de la transmission héréditaire des maladies au sein des familles. Donc, ça fait aussi la cartographie des gènes, ça aussi s'intéresse aussi aux mécanismes moléculaires qui sous-jacents, qui déclenchent ces maladies, mais aussi ça s'intéresse au diagnostic et au traitement de ces maladies. Et le conseil génétique, c'est la discipline qui consiste à communiquer aux patients et à leurs familles les informations relatives aux risques, aux pronostics et au traitement de la maladie dont souffre la famille. Donc, il y a des maladies mitochondriales, j'avais dit plus tôt, ou appelées maternelles. Donc, ça veut dire que ce sont des maladies transmises par les génomes mitochondrial, mais il y a les maladies multifactorielles aussi qui font intervenir des causes génétiques, mais aussi des causes extragénétiques telles que l'environnement. Il y a les maladies chromosomiques. C'est dans les maladies chromosomiques que vraiment chercher le karyotype est important. Les maladies aussi mendéliennes, donc qui respectent la transmission par l'une des lois de Mendel. Donc Mendel, comme vous le savez ou si vous vous rappelez, c'est le père vraiment de la génétique moderne. C'est lui qui en premier a parlé de l'intervention des gènes dans la transmission de ce qu'il appelait à l'époque des unités ou des traits de la maladie. Donc, si vous vous rappelez des pois sacrés, des pois ronds, des pois jaunes, des pois verts, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que nous, Africains, nous ne savions pas quelque chose sur la génétique. Peut-être inconsciemment ou sans mettre sur écrit, on avait une notion de la transmission des traits. Les éleveurs gardaient les meilleurs taureaux, ou les loups, ou les vendent aussi à des gens qui les utilisent pour aussi avoir des descendants meilleurs. C'est comme les cultivateurs qui gardaient les meilleurs semis pour les prochaines saisons. Il y a aussi, à chaque fois qu'il y a un baptême, les gens viennent voir pour voir si est-ce qu'il ressemble au papa, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que ça ne ressemble pas au papa ou bien il y a un teint qui n'est pas vu dans la famille, on se plaint. Donc, on savait inconsciemment qu'il y avait la génétique en Afrique aussi. Il y a les modèles héréditaires, il y a l'autosomique, qui peut être dominant ou récessif. On peut avoir aussi lié à X. Bon, si c'est lié à X aussi, ça veut dire que ça peut être dominant ou récessif. Il y a aussi le modèle mitochondrial ou lié à Y. Donc, dans la forme dominante, qui est la forme la plus fréquente, quand on parle généralement, mais quand on parle de l'Afrique ou bien de la Méditerranée, à cause des mariages consanguins, la forme récessive est la plus vue. Donc, la transmission, elle est verticale. On voit ici de l'arrière-grand-père à la grand-mère, à la mère, jusqu'à la fille. Donc, c'est une transmission transversale. Donc, il faut qu'un seul des deux allèles du gène soit muté pour que la maladie se présente. Donc, c'est pourquoi on a 50% de la descendance qui présente la maladie. Et c'est ce qui est schématisé ici. L'homme qui a les traits, qui est en rouge ici, et qui transmet à 50% de sa progéniture, homme ou femme. Il y a la transmission autosomique récessive, qui elle est plus grave. Il y a saut de génération. Il faut que les deux allèles, c'est que la maman et le père, eux deux, transmettent les traits de la maladie pour que la personne présente la maladie.
Donc, ça atteint 25% de la descendance. Comme on voit ici, les autres, par exemple, les générations avant, n'ont pas présenté la maladie et la maladie s'est présentée à partir d'ici. Il y a, et c'est ce qui est schématisé, donc vous voyez le père a les traits, la maman a les traits, et deux transmettent ensemble à un des enfants qui a les deux traits de la maladie et qui fera la maladie, alors que les autres sont soit sans traits ou soit un ou 50% sont comme l'un des parents, donc ils n'auront pas aussi la maladie. Il y a lié à X, ça veut dire que c'est le chromosome X qui porte la maladie. Quand c'est récessif, en général, c'est seuls les garçons qui sont atteints. Si on voit ces pédigrés, cette représentation de l'arbre généalogique, on voit que c'est les garçons en carré seulement qui ont la maladie. Et les femmes qui transmettent cette maladie sont appelées des conductrices. Donc les mères porteuses transmettent à 50% de ces garçons. Et 50% des filles aussi vont être porteuses. Ça veut dire que 50% des filles vont avoir les traits sans avoir la maladie. Donc, c'est ce qui est montré ici. C'est un peu à peu près ce qu'on voit dans la transmission autosomique récessive, à la seule différence que ici, c'est les garçons qui sont atteints, alors que autosomique récessive, ça peut atteindre aussi les filles. Donc, lié à X dominant, donc ça veut dire que ici, la maman, elle transmet à 50% de sa descendance, filles et garçons compris. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, si c'est une transmission autosomique dominante, si c'est l'homme qui a la maladie, l'homme va donner à toutes ses filles, parce que l'homme ne donne que le X à sa fille. Donc, puisque c'est X, c'est la maladie qui est liée à X, donc l'homme est obligatoirement malade. Si l'homme est malade, toutes ses filles vont être malades. Maintenant, la fille, c'est elle qui peut donner à 50% de sa progéniture, garçon ou femme, parce que ici, c'est dominant. Donc, c'est ce qui est montré ici. Hein. On voit la femme qui a la maladie et qui donne à 50% de sa progéniture. Et si c'est le cas de l'homme, ici blanc, qui est malade, l'homme donne à toutes les filles et les garçons ne sont pas malades parce que l'homme donne les Y à ses garçons. Donc c'est le X qui est malade qu'il donne à ses filles. Donc, la transmission mitochondriale ou maternelle qui est transmise, comme on a dit, uniquement par les mères. Peut-être que je vais demander à l'audience si quelqu'un à la fin peut nous dire pourquoi c'est uniquement la maman qui donne, qui transmet les maladies mitochondriales. Donc, touche les deux sexes et c'est une atteinte multi-organique. Ça veut dire quand on est devant une atteinte mitochondriale, on a une atteinte des yeux, des muscles, du cœur, parce que y a une distribution anarchique de l'ADN mitochondrial muté au niveau des organes. Et voilà ce qu'on a ici. La femme seule transmet, alors que si c'est le mari ici qui est malade, le mari ne transmet pas à la progéniture. Donc, lié à Y, ça c'est très facile, très rare, mais c'est l'homme seulement qui transmet et ne transmet qu'à l'homme. Donc, ça, on voit ici sur le schéma en rouge, l'homme qui est malade, qui n'a donné qu'à ses enfants. Donc, maintenant, les maladies génétiques, revenons aux maladies génétiques en Afrique. Donc, comme j'ai dit, je vais parler que de deux, et ces deux, je ne vais même pas rentrer en grand détail, mais il est important quand même de parler d'elles. Mais avant, il faut qu'on se rappelle quelques dates clés qui vont nous interpeller. Pourquoi? Parce que si, par exemple, depuis 1800, des chercheurs ont pensé à la transmission familiale de l'hémophilie et que déjà
En 1976, ils avaient leur registre de génétique médicale qui rapportait tout ce qui était médical, génétique. Donc, il y a lieu, nous, de nous poser des questions. Et Mendel, c'est en 1865 qu'il a parlé de la transmission de cette maladie. Et en 1902 déjà, on parlait de l'hérédité des chromosomes et de la maladie. Et déjà en 1953, l'ADN avait été découvert du moins, et c'est au début de nos années d'indépendance que les premiers tests génétiques ont été faits et sur la trisomie 21. Et en 1983 déjà, la maladie de Huntington avait été mappée, et en 1986, les gènes de la dystrophine. Et si encore nous, on est encore à nous battre pour avoir ces diagnostics, donc il y a lieu de nous interpeller, nous scientifiques, mais aussi les États qui doivent financer cette recherche. Donc, l'étude génétique en question, ça va du phénotypage du patient, qui est très important parce que c'est ce qui détermine ce qu'on va faire plus tard, le recueil de l'échantillon, le séquençage de l'ADN, l'analyse des variants qu'on peut avoir et de trouver les gènes en question. Si les gènes étaient connus, ça va. Si les gènes n'est pas connu, c'est de caractériser ces gènes. Et cette caractérisation, elle peut se faire dans des cultures cellulaires ou des cultures animales, de vérifier des essais pour aller au développement thérapeutique. Si, par exemple, nous avons encore des problèmes dans le phénotypage, et un peu, certains pays sont avancés sur l'identification des variants, il faut dire que même l'Occident traîne encore sur la question thérapeutique. Donc, qu'est-ce qui détermine ce qu'on fait sur le plan génétique médical? Moi, je vais prendre par rapport à l'indépendance. Avant l'indépendance, c'était à l'époque précoloniale, c'était la médecine traditionnelle. Et cette médecine traditionnelle n'avait pas assez, soit de connaissances ou bien de focalisation sur ce qu'on appelait les maladies rares ou bien les maladies génétiques. Et l'explication supranaturelle était généralement donnée pour ne pas aller vers ce qu'on appelle la médecine moderne. Et même au moment de la période coloniale, qui a vu des médecins coloniaux venir chez nous, la focalisation était surtout sur les maladies infectieuses ou bien qu'on appelait des maladies indigènes. Et quelques distributions de maladies rares avaient été faites à l'époque, mais pas beaucoup. Et maintenant, après les indépendances, c'est qu'il y a toujours eu une contribution des médecins coloniaux qui sont restés après, mais avec l'arrivée des premiers médecins formés, il y a eu quelques descriptions cliniques de ces maladies, comme en témoigne vraiment ce cas de maladie de Huntington en Tanzanie dans les années 80, mais sans test génétique, parce qu'à l'époque, même les tests de la maladie de Huntington n'étaient pas disponibles. Mais il y a eu aussi des descriptions cliniques, comme j'ai dit depuis le début, faites dans les pays maghrébins, certainement à cause de la proximité géographique avec l'Europe. Donc, il y a eu beaucoup de cas qui ont été décrits. Voilà une deuxième publication, surtout sur les maladies neurologiques héréditaires. Ici, il faut préciser que ça, c'est encore au Nigeria,
la maladie de Huntington au Togo, l'ataxie encore en Tunisie. Maintenant, il y a eu un moment, les chercheurs africains ont commencé à prendre la relève et des cas de description, des cas de diagnostic moléculaire timidement avaient été rapportés. En témoignent ces cas de la maladie de Huntington décrite au Burkina, mais dont le test génétique a été fait aux États-Unis. C'est vrai qu'on se plaint toujours que les Blancs viennent chez nous prendre des échantillons pour les publier, mais nous aussi, quand on fait intervenir les Blancs, il est bien de reconnaître leur participation parce que ce test génétique a été fait ailleurs qu'au Burkina. Donc, il y a eu aussi des études faites sur des échantillons africains, mais par des chercheurs qui ne sont pas africains. Et ça s'est fait parce que les gens partent chercher de meilleurs soins en Europe, mais aussi dans la population de la diaspora. Quand on regarde cette publication des mutations de dysferline dans une myopathie des ceintures, on ne voit pas d'auteurs africains, on ne voit pas aussi d'institutions africaines. Mais en lisant un peu dans l'article, on voit qu'un des patients de cette cohorte est venu de l'Afrique du Sud. C'est la même chose que cette publication qui parle d'un nouveau gène dans une maladie du motoneurone. Encore pas de chercheurs africains, pas d'institutions africaines, mais quand on regarde dans l'article, on voit que c'est un patient ou une famille qui est d'origine malienne. Il y a aussi l'aspect de collaboration. Donc, d'abord, il y a l'aspect que les médecins coloniaux rapportaient. Après, il y a eu une tentative des Africains de faire eux-mêmes, mais aussi il y a un aspect aussi de collaboration. Et là aussi, on voit que vraiment la proximité géographique de l'Afrique du Nord, mais aussi les liens entre l'Afrique du Sud et les Britanniques et les Hollandais au temps de l'apartheid a fait vraiment la différence. Donc, ici, on voit un article portugais, mais qui rapporte beaucoup de familles maghrébines, mais aussi un autre article ici, tunisien, mais dont les études ont été faites, les études génétiques ont été faites en dehors. Donc, quand à l'avènement du positional cloning, ça veut dire le mapping des gènes est venu, donc l'Afrique n'est pas quand même restée en marche. On voit qu'en 2006, déjà, il y a un article sur une famille africaine. Mais encore, c'est l'affiliation française ou d'un autre pays qui domine. Quand ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing est venu, c'est-à-dire ça c'est la révolution vraiment du séquençage du génome qui permet un séquençage de tout l'exome, c'est-à-dire tous les exomes du génome en l'espace de, maintenant c'est quelques heures, ou du génome entier en l'espace d'une journée ou bien de deux. Donc, on a vu que l'Afrique a pris avantage de ça, toujours en collaboration. En témoigne cette publication sur une famille malienne qui a pu retrouver un nouveau gène dans la population malienne, mais aussi il y a d'autres publications. Ici, c'est sur une famille, je crois, algérienne ou marocaine, mais aussi
une famille soudanaise, et on est passé des cas singletons à faire vraiment une identification dans de grandes cohortes ici au Maroc, mais aussi en Afrique du Sud, où on a fait vraiment des centaines de cas ensemble. Donc ça a vraiment positionné l'Afrique à pouvoir aussi montrer ce qu'elle peut faire, parce que ce nouveau procédé de séquençage, même s'il était au début très cher, aujourd'hui il devient de plus en plus facile et accessible à la population malienne. Donc je vais parler de la drépanocytose, qui est vraiment ce qu'on appelle un scandale en Afrique. Pourquoi? Parce que 80% des gens qui font la drépanocytose sont en Afrique ou dans les pays en développement, donc en Afrique. Donc, alors que cette maladie, il y a eu peu de communication sur cette maladie. Donc, il y a des pays quand même qui ont une recherche qui est en train d'être faite, même si les résultats de la recherche ne sont pas en train de s'aligner sur vraiment le développement de politiques pour permettre la prévention de cette maladie. Pourquoi on l'appelle la tragédie du commun. Un de mes collaborateurs, le professeur Ambroise Wankom, l'appelle la tragédie du commun. Pourquoi? Parce que c'est une maladie très commune, mais elle n'est pas insérée dans notre pratique commune de médecin. Par exemple, on fait un diagnostic d'une drépanocytose, mais c'est très rarement qu'on réunit la famille pour leur expliquer et pour aller au-delà même du patient, au-delà même du couple qui l'amène, mais s'étendre au reste de la famille pour qu'ils puissent comprendre comment faire comment éviter la maladie. Il n'y a pas de politique nationale de prévention de cette maladie. On fait des journées de trucs sur la drépanocytose, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour que le public soit informé de comment la drépanocytose est transmise, de comment l'éviter. Et par exemple, le test prénuptial qui n'est pas fait, le test prénatal qui n'est pas aussi fait. Donc, il y a vraiment lieu de se focaliser sur cette maladie, ne serait-ce que faire le test prénuptial pour éviter qu'il y ait des patients dont la prise en charge peut être difficile. Il y a vraiment de grands consortiums à travers l'Afrique qui sont en train de se focaliser sur cette maladie. Il y a SADAC, il y a SPAN, il y a SPARCO, qui sont réellement en train de se focaliser sur la recherche sur cette maladie. Le deuxième, et on voit à travers des publications, cette publication récente qui a été faite avec des chercheurs sénégalais, camerounais, tanzaniens, qui sont en train de vouloir faire avancer les diagnostics, mais aussi de chercher à parler de la thérapie génie pour la sickle cell disease en Afrique. Il y a aussi la surdité, la génétique de la surdité. Et pour cette génétique de la surdité, beaucoup de pays sont actuellement actifs dans cette recherche. Et environ 6 à 7 pays qui sont en train de s'activer sur cette recherche. Et pourquoi? Parce que la surdité est vraiment l'un des problèmes sensoriels les plus vus dans le monde. Donc, c'est une baisse partielle ou totale de l'audition. Il y a beaucoup de classifications. Elle peut être syndromique ou non syndromique.
on a 50% de la surdité congénitale qui ont une origine génétique, et parmi ces 50%, 80% sont des surdités non syndromiques. On a dit qu'environ 77% des surdités non syndromiques sont d'origine autosomique récessive. Donc, d'où l'importance de vraiment pouvoir trouver des gènes ou des variants qui peuvent modifier le cours des choses en Afrique. Donc, il y a, j'avais dit que c'était commun, 15% de la population aurait un degré de surdité. Et en fait, moi, j'avais voulu voir, et quand j'ai vu que en mettant mon téléphone à droite ou bien à gauche, j'entendais différemment, j'ai su que moi aussi, je suis un potentiel candidat pour être vu pour la surdité, mais c'est parce que les gens ne consultent pas qu'ils ne se rappellent pas beaucoup de ce qui est fait. Et quand on prend les statistiques, par exemple, jusqu'à 7 pour 1000 en Afrique du Sud, ou bien ou bien au Nigeria, qui présenterait ce problème, donc on doit se dire que c'est vraiment une maladie sur laquelle il faut se focaliser. Maintenant, pourquoi devions-nous nous occuper de la surdité en Afrique? On a dit que 26% des Africains américains avaient une mutation connue, dans un des gènes découverts. 26% seulement. Donc, ça veut dire que les 74% devraient être cherchés. Parce que chez l'Africain, parce que les Africains américains venant de nous, donc on devrait avoir le même profil génétique. Donc ça veut dire que ce qui est déjà rapporté chez les Européens n'explique pas dans 74% des cas ce que nous, on a dans notre contexte. Par exemple, au Cameroun, on a vu que 30% des personnes qui avaient une surdité génétique n'avaient pas de pathologie génétique connue. Et 62% qui ont été identifiés chez eux n'avaient pas été identifiés dans les autres populations. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans la population africaine. Et à ce jour, on a 170 surdités non syndromiques, aussi des surdités non syndromiques qui ont été identifiées, et 98 gènes identifiés. Donc, ça veut dire que les restes des plus de 80% n'ont pas été encore déterminés. Donc, étudier la population africaine devrait réellement donner d'espoir de trouver ces causes. Et voilà ici une publication faite par mon ami Ambroise Wonkom qui parle de la distribution des causes acquises, des causes génétiques et des causes non connues dans l'Afrique au sud du Sahara. Donc on remarque que vraiment ceux qui n'ont pas de causes connues sont en train de se rapprocher des causes acquises. Donc, les otites, les autres problèmes environnementaux dont on parle ne sont pas réellement les causes les plus rencontrées de surdité. Donc, c'est juste que parce qu'on n'a pas pu les investiguer qu'on est en train de dire causes non connues. Ici, un cas rapporté par mon ami encore, de kératite, ichtyosis et puis de surdité. Donc, qui parle de kératite parle de problèmes des yeux, de problèmes ichtyosis, de problèmes de peau et des problèmes de surdité. Donc, ils ont pu décrire ce cas, et ça, c'était depuis 2013. En établissant vraiment les preuves
génétique qu'on voit ici. Il y a un deuxième cas ici, qu'on appelle bronchio-otic syndrome. Comme son nom l'indique, il y a un problème de surdité, il y a un problème rénal, mais aussi des déformations externes ou internes des oreilles, donc des fistules ou bien des sinus périoculaires. Et cette famille, elle a été décrite au Mali et à mode de transmission dominante, comme on voit ici, la maman, de la maman à la fille, de la fille aussi à sa descendance. Donc on a pu identifier ces désordres génétiques ici qui expliquent le problème de la surdité dans cette famille. Avant de parler de la partie neurogénétique, je voudrais aborder les opportunités et les perspectives qu'on peut avoir en Afrique ici. Donc, comme on avait dit, la structure culturelle et démographique de nos populations fait que l'Afrique vraiment est un cas unique est une place unique pour faire des études génétiques. Pourquoi? Parce que l'Afrique a vraiment la diversité génétique la plus complexe au niveau comparé aux autres, parce qu'il y a vraiment des modèles divergents de son linkage d'équilibrium. Si on fait par exemple le séquençage des génomes d'un génome africain, on a 10% des variants qui apparaissent qu'on ne voit pas dans les autres populations. Et quand on regarde même en Afrique, il y a une divergence, il y a une diversité au niveau de la population qui est unique aussi à l'interne. Quand on voit un Peul comparé à un Dogon, un Bambara, un Zerma comparé vraiment à un Hutu. Donc, même si on n'a pas fait le background génétique, on sait déjà que ces gens n'ont pas le même génome. Donc, les étudier permettrait de vraiment trouver ce qui peut être différent entre nous, mais qui peut être médicalement important. Il y a 14 clusters de population qui ont été décrits en Afrique. Et les problèmes climatiques, les problèmes d'infection auxquels on est exposé fait que nous développons vraiment des spécificités épigénétiques qui peuvent être utiles à étudier. Donc, si on prend au niveau des grands consortiums de séquençage génétique, par exemple le projet HapMap ou le projet de Thousand Genome Project, on voit qu'il n'y a que 4 pays ou 3 pays africains qui sont représentés, le Nigeria, la Sierra Leone et le Kenya. Et pour qui connaît l'Afrique, et surtout l'Afrique au sud du Sahara, c'est que ces populations ne sont pas représentatives de tout ce qu'on voit. Et en prenant l'ensemble des études génétiques qui ont été faites jusqu'à ce jour, moins de 3% représentent, moins de 3% ont été faites en Afrique. Donc, ça, c'est pour un continent qui est le second le plus peuplé. Donc, moins de 3% ne représente rien. Et la recherche génétique en tant que telle, à large scale, est en train d'être faite seulement dans 17 pays d'Afrique. Et comme on a dit, plus au nord et en Afrique du Sud. Et quand on voit ce graphique, on voit par exemple, au niveau des EXAC, c'est la base de données qui rassemble toutes les variations génétiques qu'on voit
dans les populations, on voit que l'Afrique, en violet ici, voilà la place de l'Afrique. Donc, vraiment très peu d'études ont été faites en Afrique. Et pour les Thousand Genome et les autres, on voit encore que l'Afrique n'a qu'une petite place. Alors que des chercheurs on dit que l'Afrique est vraiment le prochain Eldorado pour les études génétiques. Et ça, c'est Cheikh Mbo au Sénégal, Michel Ramsey en Afrique du Sud, Ambroise Bonkam au Cameroun et en Afrique du Sud, mais aussi le consortium H3 Africa qui a été mis en place il y a une dizaine d'années, qui dit que plus que jamais l'Afrique a besoin d'être étudiée sur le plan génétique. C'est pourquoi très récemment, beaucoup d'organisations qui financent la recherche médicale sont en train de mettre de l'argent pour réellement financer les études en Afrique. Donc, la neurogénétique en Afrique. Donc, je ne suis pas biaisé ici. Pour ceux qui sont d'autres spécialités sur le forum ou les médecins généralistes, je crois que la neurologie est la première à être étudiée sur ce plan. Pourquoi? Parce qu'on a dit 1 sur 6, ça c'est les Nations Unies qui rapportent que 1 sur 6 de la population mondiale souffrirait de maladies neurologiques. Et le système nerveux est l'organe le plus affecté en termes de pathologie, génétique. Donc, il y a lieu vraiment de se focaliser sur cet organe. D'abord, il y a des maladies qui peuvent atteindre le système nerveux central, donc l'encéphale et la moelle épinière, mais aussi le système nerveux périphérique, donc les nerfs périphériques, la jonction neuromusculaire et les muscles. Et si on regarde par stratification quelques maladies communes qui peuvent atteindre le système nerveux central, mais aussi le système nerveux périphérique. Donc, je vais parler du cas du Mali. Le cas du Mali a commencé en 2000-2003, quand ici, le professeur Fischbeck a été invité au Mali par le professeur Moussa Traoré pour investiguer des familles qui avaient été collectées. Et en 2004, un Malien a rejoint le NIH pour être formé sur ce plan. Et de 2007 à 2008, il y a eu une étude pilote qui a fait une caractérisation clinique, qui a découvert des gènes connus, des gènes aussi qui n'avaient pas été rapportés auparavant, mais aussi beaucoup de familles dont le diagnostic est revenu négatif. Donc, disant qu'il y a un potentiel de trouver de nouvelles maladies. Donc, face à ça, il y a eu une question de recherche. Par exemple, existerait-il de nouvelles entités ou des variantes cliniques qui seraient causées par des désordres génétiques connus ou de nouvelles variations qui n'avaient pas été retrouvées dans les autres populations. Donc, on a fait un protocole avec comme premier objectif de caractériser ces familles avec des ordres neurologiques héréditaires, d'identifier la cause et d'étudier ces causes dans les modèles cellulaires ou animaux, mais aussi de former des enseignants et des étudiants dans les nouvelles méthodologies de la génétique et ou de la biologie moléculaire. Donc, le premier protocole, c'était de 2013 à 2023 sur les maladies, toutes les maladies neurologiques héréditaires qu'on aurait rencontrées en clinique. Mais
récemment, on a eu un autre financement qui est focalisé sur la génétique de l'épilepsie. Donc, à ce jour, on a environ 400 familles, environ 800 patients. Mais il faut noter que 10% de ces patients ne sont pas des cas neurologiques, mais des cas qui sont référés par la rhumatologie, la médecine interne, la pédiatrie et l'ORL. Donc, nous avons pris avantage de notre position géographique entourée par 7 pays et 6 de ces 7 pays nous ont envoyé des patients. On n'a pas dit envoyer des patients par des collaborateurs, mais des familles peut-être qui ont entendu ce qu'on fait sont venues nous voir en place. Et il faut dire qu'on a tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec des chercheurs locaux pour établir vraiment des bases de collaboration et selon ce qu'on a et selon ce qu'on peut faire. Et cette proposition est encore ouverte à tous ceux qui seront intéressés à faire quelque chose avec nous. Donc, la méthodologie, c'est de faire des jeunes candidats. Par exemple, si la présentation clinique est vraiment claire, par exemple, la maladie de Duchenne, même si on peut se tromper, ou la maladie de Huntington, on fait directement les tests du jeune candidat. Et si ce test n'est pas concluant ou on pense à une pathologie qui n'a pas une présentation clinique claire, on fait un panel de gènes. Donc, ça veut dire quoi? C'est que si on sait que c'est l'épilepsie, même si on n'est pas sûr de quel type d'épilepsie, on fait le séquençage de tous les gènes de l'épilepsie ensemble. Donc, on a eu à faire, par exemple, 120 ensemble. Mais on est en train d'abandonner cette méthodologie parce qu'on a vu que dans 40% seulement, on a un succès. Donc, on va généralement au séquençage de l'exome. L'exome, c'est moins de 2% du génome entier. Mais c'est au niveau de l'exome qu'on a 98% des mutations qui causent les maladies mendéliennes. Donc, c'est important de se focaliser sur cette partie du génome. Et quand tout ça n'est pas concluant, on fait le séquençage de tous les génomes, donc sans exception. Mais il y a aussi des cas où on fait les karyotypes. Donc, si on pense à une anomalie chromosomique, mais on fait aussi les fiches, les fluorescence hybridization, donc qui permet aussi de voir des petites translocations ou des petites anomalies de structure du chromosome. Donc, les phénotypes majeurs qu'on a au Mali à ce jour, c'est la myopathie. Bon, la myopathie, c'est un déficit proximal avec une démarche dandinante, souvent une hypertrophie des mollets. Et très généralement, on rencontre une élévation des CPK. Et à nos jours, on a 63 familles qu'on a collégiées, 40 pour des dystrophies des ceintures, 12 Duchenne ou Becker et 11 qui n'ont pas été classifiés. À ce jour, on a établi le diagnostic moléculaire de 4 Duchenne, de 5 dystrophies des ceintures, un cas de Kearns-Sayre syndrome qui est une maladie mitochondriale, mais un cas aussi de GNE qui est une myopathie distale. Le deuxième cas, c'est les ataxies. Donc, c'est une difficulté à marcher, une marche ébrieuse et une dysarthrie. Donc, on a environ 67 familles. Il y a des cas dominants, mais aussi des cas récessifs. Et parmi les cas dominants, on a 21 cas qui ont été déjà moléculairement diagnostiqués. Les SCA2, les SCA... Oh! Quelqu'un est en train de... Ou bien on me dit d'aller vite.
Donc, il y a des cas récessifs aussi. Et parmi ces cas récessifs, on a environ 18 familles, une famille de Friedrich, une famille d'ataxie télénjectasie. Il y a des cas de paraplégie spastique héréditaire. Donc, je vais aller vite en disant qu'on a découvert de nouveaux gènes. D'abord, il y a un qui a été déjà publié et le deuxième est en cours de publication, mais aussi beaucoup de nouvelles variations qui ont été publiées ou en cours de publication. Celui qui est en cours de publication, c'est une spasticité, des crises, mais aussi un retard mental. Donc voilà ce qui a été découvert comme gène. Et ces gènes, cette mutation est conservée jusqu'au niveau des oiseaux. Et quand on fait l'étude sur des neurones qui ont été établis à partir des patients, si on voit ici les diagrammes, on voit chez le contrôle, on voit que ces deux gènes-là qui sont en rouge et en vert, ils sont co-localisés. Et si on voit chez la maman aussi, on voit une certaine co-localisation, mais chez les deux patients, on ne voit pas de co-localisation. Donc, il y a la maladie de Charcot-Marie et tout. Donc, il y a une atrophie et puis une faiblesse musculaire distale, mais aussi des troubles de la sensibilité. Donc, à nos jours, on a 8 variants qui ont été identifiés. Il y a aussi l'épilepsie familiale, 26 familles et 13 ont été testées. Et parmi ces 13, on a 9 variants qui n'étaient pas encore connus, mais 4 gènes qui sont potentiellement des nouveaux gènes. Donc voilà un de ces nouveaux gènes, le benign adult familial myoclonic epilepsy. Donc on voit cette grande famille avec une transmission dominante. Et quand on a fait le whole genome sequencing, donc le séquençage de tous les génomes, on voit que toute cette partie noire est une partie qui a été anormalement étendue. Donc il y a un certain nombre de répétitions de ces pentanucléotides, mais il est allé jusqu'à 600 et il y a une insertion aussi de cet autre pentanucléotide. Donc il y a un autre potentiel gène, je vais passer ici aussi. On a déjà fait 126 gènes, c'était négatif, mais quand on a fait le whole exome sequencing, on a trouvé cette variante qui est en train d'être actuellement étudiée. 15 familles de maladies de Huntington, mais une famille de cas de Huntington-like 2 qui est le premier cas qui est comme ça découvert après l'Afrique du Sud. Donc jusque-là, c'est l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud proprement dit comme pays, mais aussi le Zimbabwe où il y avait ces cas. Donc à nos jours, on a récemment 114 familles et comme vous voyez ici, les différents phénotypes, mais aussi des cas qui ne sont pas des cas neurologiques qui ont été décrits. Et récemment, vous voyez, à chaque fois qu'on fait le testing d'un groupe de familles, on voit réellement ce qui est important ici, cette partie des nouveaux variants qu'on découvre. Donc, c'est ce qui fait réellement la particularité de l'Afrique. Donc, je vais aller un peu vite. Donc, ça nous permet de voir des cas uniques. Par exemple, on voit que les SPG3, le SPG43, c'est dans une famille malienne. Mais
Aussi, des cas où on dit, par exemple, ce n'est qu'en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, en Bulgarie et en Mongolie. Donc, et pourtant, nous, on a eu des cas décrits en Afrique ici. Donc, ce que ça nous permet, je vais filer ici, ça nous permet réellement, cette recherche en Afrique nous permet réellement de changer vraiment le contenu des livres, mais aussi d'avancer la science au niveau de notre continent. Donc ici, voilà une liste non exhaustive de tous les cas de maladies neurogénétiques décrites au Mali. Donc, tout ce qu'on vient de dire ici, comme vous voyez sur ce schéma, n'est qu'une petite partie réellement de ce qu'on peut voir comme diversité génétique en Afrique. Et pour arriver vraiment à cet objectif d'explorer réellement au fond nos populations, on a besoin de faire des séances d'engagement communautaire ici. Nous, on va voir les lycéens, on va voir les populations rurales, mais aussi on passe sur les radios et les télés pour parler de cette étude. Comme impact, c'est la possibilité de finalement pouvoir dire à la famille quelle est la maladie. Parce que souvent, ne pas savoir de quoi on souffre peut être plus dommageable que la maladie elle-même. Il y a aussi la possibilité de diagnostiquer des cas curables. La question est que souvent, les gens n'ont pas les moyens d'aller au bout des examens complémentaires. Et si le projet arrive à faire, par exemple, l'IRM, à faire des analyses poussées, donc ça permet de trouver des cas curables. Et ça a été le cas chez nous. Beaucoup de cas ont été diagnostiqués à cause des moyens qui étaient mis à notre disposition. Il y a la possibilité d'identifier les sujets à risque. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui sait qu'il a une maladie dominante et c'est possible d'avoir d'autres peut arrêter de faire les conceptions. Ou si la personne sait qu'elle a les traits de la maladie, elle peut, avant de s'engager dans une relation, de chercher à savoir si l'autre aussi a les traits. Ça nous permet aussi d'augmenter la connaissance en génétique des patients, mais aussi des autres collègues avec qui on travaille. Mais aussi la possibilité de préparer nos populations à des futures thérapie génie parce que ce domaine aussi est en train de bouger très rapidement. Donc, quand les choses vont sortir, il ne faut pas qu'on soit encore à la phase de non-connaissance de nos problèmes. Ça permet de nous faire, de faire la formation. Donc, depuis un certain temps, beaucoup de nos étudiants sont formés. Certains sont restés pour faire la neurologie locale, mais d'autres ont quitté le pays pour aller faire des formations plus poussées. Et ces étudiants arrivent aussi à présenter dans des forums internationaux et nationaux. Il y a des challenges à faire la recherche, comme on a dit. Il y a le problème du personnel. Les bioinformaticiens, généralement, ne veulent pas rester en Afrique parce que ça ne paye pas beaucoup. On n'a pas de conseillers ou conseillères génétiques ou souvent des problèmes liés à l'administration africaine. Il y a aussi la question du consentement, c'est-à-dire le faible niveau des populations ne permet pas vraiment de parler comme on veut de la génétique. Donc, il faut traduire les mots, mais aussi la question de la confidentialité dans la recherche. Donc, nous, on a une vie communautaire comparée aux autres qui ont une vie individuelle. Donc, comment, où et à qui dire les résultats génétiques souvent peut être problématique. Il y a aussi les problèmes psychosociaux, donc la structure des familles où il y a beaucoup de mariages, donc fait que
souvent c'est très difficile de prendre en charge l'information génétique au sein de la famille. Et ces challenges nous mènent vraiment dans beaucoup de zones. On fait des conférences internationales, mais faire la recherche en Afrique aussi implique d'aller dans les coins les plus reculés, travailler dans l'obscurité, très tard souvent la nuit, ou avoir des problèmes mécaniques au beau milieu, souvent des zones dangereuses. Mais c'est tout ça qui nous permet d'avancer et de montrer qu'est-ce que l'Afrique peut donner et qu'est-ce que l'Afrique peut aussi gagner en s'engageant sur la voie de la recherche génétique médicale. Et en s'engageant, on peut découvrir de nouveaux gènes ou bien des variants qui pourraient être utilisés dans le futur, dans la future médecine de précision. Et ceci passe par développer des infrastructures, par établir des collaborations sud-sud, mais nord-sud, mais aussi d'embrasser cette nouvelle révolution génétique, génomique qui est en train de se prendre place et ne pas être juste des consommateurs et souvent même du mauvais produit. Et si on voit ce que les financements ou les collaborations ont donné, ont permis de booster au Mali, par exemple, on voit qu'avant 2000, il n'y avait pas de cas diagnostiqués. Et en 2000-2006, il y avait 2 cas qu'on a rapportés, mais sur le plan clinique. Et dès lors qu'il y a eu cette collaboration avec le NIH, on voit qu'on a dépassé une dizaine de cas entre 2007 et 2013. Et avec l'obtention du financement actuel, on est jusqu'à près d'une centaine de cas diagnostiqués. Donc ça montre réellement l'importance de ces collaborations, l'importance de mettre le financement dans la recherche génétique pour que notre position quitte de ce qu'on a aujourd'hui à cette position donnant à l'Afrique vraiment une position, une forme qui est sienne. Mais il ne faut pas aussi chercher à être au niveau des autres en oubliant ce qu'il y a comme impératif. Ça veut dire quoi? C'est une collaboration équitable. Équitable, ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se mette à vouloir chercher des partenaires et tomber dans la situation de la colonisation où on vient prendre les bras valides ou le coton et autres et ne pas pouvoir donner quelque chose pour l'Afrique. Il faut aussi qu'il y ait des fonds de recherche qui sont soutenables et l'implication des gouvernements et des philanthropes africains dans la recherche. Donc, voilà la fin. Et finissant à remercier Dieu, mes parents, toutes les familles qui ont participé, l'équipe de recherche, les partenaires qui ont eu à permettre qu'on développe ce qu'il y a de façon locale. Bon, je sais que peut-être ça... Soumaïla est là, ça a été un peu long, mais bon, on est là pour les questions. J'avais constaté certaines questions. Oui, donc j'ai essayé de sélectionner toutes les questions posées, sauf les toutes dernières. Vu qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont été envoyés, donc je vais directement vous lire les questions, je pense. Ça va faciliter la tâche. OK. D'accord. Donc, avant ça, vraiment, merci beaucoup, Docteur Guida, pour cette belle présentation qui a vraiment insisté sur plusieurs points. Je me permets un peu de faire la synthèse de ce qui a été dit. Donc, vraiment, le Docteur Guida, il nous a
aborder ce sujet en parlant d'abord sur le fait que, en fait, il y a une rareté des études en Afrique, donc concernant la génétique. Ensuite, elle a abordé les obstacles, donc en termes de communication entre les chercheurs, mais également le problème de financement et déficit de communication donc entre les chercheurs et les politiques aussi. Et aussi, il a abordé les différentes publications préliminaires qui ont été faites en Afrique sur la génétique et que souvent les toutes premières aient été faites donc sans pour autant remarquer la présence des affiliations africaines. Mais également, il a abordé les fondamentaux en génétique, donc certains termes importants à comprendre en termes d'initiation aux études génétiques, tels que le chromosome, les gènes, protéines, mitochondries, et ainsi de suite. Après cela, Dr Guida a abordé les maladies héréditaires et en mettant l'accent, il a mis en exergue une pathologie héréditaire très répandue en Afrique, voilà, la drépanocytose, mais également sur la surdité avant d'aborder quelques pathologies neurogénétiques importantes. Et aussi, il a parlé de la situation de la recherche génétique au Mali et les cas de myopathie et d'autres pathologies des familles identifiées au Mali sur lesquelles des recherches continuent. Et ensuite, il a abordé aussi les challenges et difficultés avant d'aborder les perspectives, donc en vue d'un bon avenir scientifique de ce champ assez important qu'est la génétique. Et sur ce point, il a mis l'accent sur l'implication des politiques sanitaires et donc pour vraiment booster et faire promouvoir la recherche en génétique en Afrique. Voilà, donc c'est vraiment quelques points clés sur lesquels j'ai essayé de faire un résumé de tout ce que le docteur a dit. Voilà. Donc, docteur Guida, vous avez vu les questions? Oui, j'ai vu certaines. Voilà. Donc, on va commencer. Il y a une première question qui dit, voilà, attendez, s'il vous plaît. Quelles sont les autres Les fonctions autres fonctions. connues actuellement des chromosomes sexuels, notamment le chromosome Y, en dehors de la détermination du sexe? Oui, bon, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on s'est pas beaucoup étendu sur ça. Par exemple, les désordres d'infertilité sont aussi la fertilité, par exemple. Il y a des gènes qui participent à la fertilité qui sont localisés au niveau du chromosome Y. Donc, le chromosome Y n'est pas juste de déterminer les sexes, mais ça a aussi d'autres fonctions, telles que dans la fertilité. Mais il y a aussi des problèmes, par exemple, d'hypomagnésémie héréditaire qui sont liés au chromosome Y. Donc, il y a plusieurs autres fonctions. D'accord. Voilà, donc, docteur, la prochaine question, donc c'est Adama Traoré qui dit: Bonsoir, cher maître. J'aimerais savoir quelle est la place de la génétique dans les troubles psychiatriques et plus précisément dans la schizophrénie. Est-ce que des recherches sont faites dans ce sens au Mali? Bon, il y a beaucoup aujourd'hui d'études qui se font dans la contribution génétique dans les maladies psychiatriques et principalement la schizophrénie. Il y a des gènes qui ont été découverts, mais qui n'ont pas une relation claire de cause à effet. Mais c'est ce qu'on appelle les études d'association. C'est-à-dire, on dit, bon, avoir ce variant peut associer, par exemple, à la survenue à augmenter les risques, par exemple, de schizophrénie de 2 ou 3 ou 4%, ou de 2 ou 3 ou 4 fois. Mais il n'y a pas, par exemple, un gène qui est, à ma connaissance, jusque dans mes dernières lectures, qui est, comme dire, par exemple, dans le cadre de la maladie de Huntington, voilà le gène, si tu l'as, ou si tu as le désordre, tu as la schizophrénie. Mais il y a des gènes et des variants qui ont été associés à la schizophrénie.
Donc, on est même en train de développer un pôle de génétique psychiatrie avec le professeur Papa. On a fait des études préliminaires des facteurs de risque, par exemple, d'avoir ces Suleiman maladies. Koulibaly. Papa Koulibaly, ouais, Oui. Suleiman Papa Koulibaly. Donc, on est même à 2 ou 3 publications qui sont en rapport avec ça. Ça, c'est dans le but de préparer un financement pour aller au fond. Pourquoi? Parce que, en réalité, les autres populations, c'est 1 ou 2 fratries qui sont étudiées. Alors que chez nous, on peut voir, par exemple, des familles qui ont 10 frères et sœurs, parmi lesquels il y a 3 qui ont des problèmes psychiatriques. Donc, ça permet d'aller au fond et de pouvoir peut-être trouver les premiers gènes qui seraient directement liés à ces maladies. D'accord, merci bien, docteur. Donc, jusque-là, on est à un stade d'études d'exposition, des études Oui, d'exposition, c'est oui. ça. Donc, la prochaine question, c'est y a-t-il actuellement une étude en cours au Mali sur la surdité sur le plan génétique? Oui, c'est ce que les données que j'ai données sur la surdité au Mali, ce sont des données qu'on est en train de faire. Et il y a même eu une publication récente, je crois que c'est courant 2022, où on a découvert une nouvelle mutation sur le gène EA1 qui est responsable du syndrome bronchio-otique. Donc, il y a d'autres en cours. On a même 3 jeunes candidats de surdité dans la population malienne. Donc, si la personne, je crois que c'est un Samaké, si la personne est intéressée ou a des cas, peut s'adresser à notre équipe. Le docteur Yalkouye C'est Daouda Siampara qui a posé la question. Voilà, donc il y a docteur Yalkouye qui est particulièrement focalisé sur cette étude. D'accord, merci bien. Donc, la prochaine intervention, c'est plutôt une réponse à une question que vous avez posée pendant Oui, j'ai lu la réponse concernant et la personne. la transmission maternelle des maladies mitochondriales. Ouais. Donc, là, il essaie de répondre. Il dit, je pense que les maladies mitochondriales, dont la transmission uniquement maternelle, s'explique par le fait que le spermatozoïde perd ses mitochondries avant de pénétrer l'ovocyte de la mère, qui garde ses mitochondries et le reste de ses inclusions cytoplasmiques au moment de la fécondation. C'est la réponse que la personne a donnée. C'est Bakary Samaké qui a donné cette réponse. Ok, c'est Samaké qui a donné ça. On doit lui tirer les chapeaux. En réalité, c'est ce qu'il a dit qui est la vérité. En fait, parce qu'au cours de la fécondation, dès que la tête du spermatozoïde pénètre l'ovule, donc l'ovule se concentre pour couper la queue et c'est au niveau de la queue du SPZ que se trouvent les mitochondries. Donc les mitochondries ne contribuent pas à la fécondation. Les mitochondries du SPZ ne contribuent pas à la fécondation. Donc l'homme ne donne pas de mitochondries à sa progéniture. Donc, il a raison. C'est pourquoi c'est les mitochondries de la femme seulement qu'on voit chez l'enfant. Oui. D'accord, docteur. Donc, Donc, la prochaine. s'il est au Mali, il peut passer pour son cadeau au service de neurologie N'est-ce pas? en décembre. D'accord. Je pense bien qu'il est connecté. Donc, il ne va pas manquer à faire un tour au Pongé. La prochaine question nous vient de Kadiatou Traoré qui dit la génésie du corps calleux peut être héréditaire? Peut-elle être héréditaire? Bon, la génésie du corps calleux, simplement comme ça, je n'en ai pas connaissance. Mais je sais que, par exemple, dans certaines paraplégies spastique héréditaires, on peut trouver de l'agénésie du corps calleux. Donc, par exemple, la paraplégie spastique héréditaire, surtout les types 11, dans lesquels on a presque toujours une agénésie du corps calleux. Bon, maintenant, c'est associé à d'autres symptômes. Maintenant, est-ce que l'agénésie du corps calleux, simplement comme ça, sans autres signes,
Là, je n'ai pas de réponse. Mais il y a des paraplégies spastique héréditaires ou d'autres ataxies spinocérébelleuses qui sont associées à une agénésie du corps calleux. Et d'ailleurs, dans le diagnostic, l'IRM est très importante pour montrer cette agénésie, pour encore plus appuyer le cas de cette paraplégie spastique héréditaire ou de l'ataxie. Ouais. Donc, ça peut être un signe associé, mais seulement ça, je n'en ai pas connaissance. D'accord, docteur. Donc, voilà, effectivement, le domaine des études neurogénétiques et les maladies neurodégénératives aussi, et les maladies génétiques, il y a beaucoup de choses à découvrir dans les décennies qui arrivent. Yeah. Donc, la prochaine question. Bonsoir, cher maître. Le poids de l'hérédité est prépondérant dans le cancer de la prostate, pouvant se compliquer aux neuropathies. Avez-vous des précautions particulières pour ça? Donc, c'est docteur Sogoba Hassan. Oui, bon, comme j'ai dit, hein, vraiment, j'ai été très désolé de n'avoir pas eu le temps de pouvoir mettre tout ce qui est, c'est-à-dire au moins prendre par rubrique, par exemple la neuro, la cardiogénétique, l'urogénétique et autres. Effectivement, je pense que c'est le début du commencement. Hein? Oui, effectivement. C'est déjà assez rassasiant ce que vous avez donné. C'est le début du commencement. On fera d'autres webinaires, bien sûr. OK. Non, en réalité, le cancer de la prostate a vraiment une très grande connotation génétique, ça c'est connu, et surtout dans la population noire africaine. Donc, les gènes qu'on appelle les gènes de l'androgène receptor est vraiment très impliqué dans l'avènement du cancer de la prostate. Et ça c'est connu. D'ailleurs, celui que j'allais avoir comme modérateur, qui est le professeur Oumar Samasekou, avec qui on travaille au Mali. Nous, on est dans la partie neurogénétique. Lui, il est dans la partie génétique du cancer. Il est en train de développer des protocoles sur la génétique du cancer, le cancer du sein. D'ailleurs, il y a disons, le congrès pour lequel je suis venu, la Société américaine de génétique humaine, il y a un de ses étudiants qui a même eu une bourse de pouvoir faire la présentation de ses résultats sur la contribution du télomère dans l'avènement du cancer du sein. Donc, un grand ou bien une bourse pour aller présenter. Une bourse pour aller présenter. Et on a soumis un grant pour étudier en profondeur, par exemple, le cancer de la vessie. Donc, ce sont des choses, en fait, c'est comme j'ai dit, l'Afrique ne devrait pas rester en marge de ça. Il y a déjà beaucoup de financements qui sont donnés pour qu'on puisse faire ces études. Je crois, c'est vrai, il y a l'intérêt il y a l'intérêt des bailleurs d'avoir des échantillons africains, mais nous, on doit profiter pour aussi acquérir ces financements et développer ce qu'on a localement et qui nous intéresse. Donc, en réponse, c'est vraiment une forte connotation génétique pour le cancer de la prostate. Oui. Et surtout dans la race noire. Ça, c'est connu. Ouais. Vraiment, docteur, merci beaucoup. Je pense que ce sont les questions qui ont été posées. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter comme éléments. Nous sommes vraiment très contents de ce qui se fait dans ce domaine de la génétique en Afrique de façon générale et en Afrique de l'Ouest et notamment au Mali. Vraiment, on avoue que c'est une fierté de voir ce qui se fait dans le pôle de neurogénétique là-bas au CHU du Pongé, au Mali, et dont on espère bien que ça fera tache d'huile, bien sûr, donc au niveau des autres, afin qu'une collaboration puisse être en place.
Oui, il y a d'ailleurs un commentaire qui est là pour cette collaboration Sud-Sud. Exactement. Non, bon, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Quand, en fait, la collaboration s'est faite entre pauvres, quoi, en fait. C'est la collaboration la plus productive, c'est la collaboration entre les pauvres. Parce que quelqu'un a quelque chose que l'autre n'a pas, donc on peut mutualiser les fonds pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui en Afrique. C'est vrai, j'ai participé à des séminaires, à des congrès au niveau sous-régional pour présenter ce qu'on fait et demander, proposer aux gens d'aller vers une collaboration. Et c'est encore ouvert. Euh, si des gens ici sont partants, on est toujours ouvert et je crois que peut-être notre email est ou va être partagé dans le forum pour que on puisse avoir des contacts. Exactement. C'est vrai qu'on est un peu limité, mais on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais ce qu'il faut dire aux gens, collaboration, ça ne veut pas dire que les gens sont assis et tout vient être fait. Donc, il faut faire la sueur personnelle d'abord, en réalité. C'est-à-dire c'est que localement, ce qui peut être fait, c'est de colléger les familles, c'est de mettre, c'est-à-dire de discriminer ce qui est familial ou pas. Et comme ça, quand les fonds viendront, ça va trouver que les gens ont déjà leur potentiel et pour faire ce qu'il faut faire. Donc, je Exactement. réponds à la personne on est ouvert à ça. Il y a quelqu'un qui a demandé quelle durée ça prend le karyotype. Bon, je crois que c'est un truc de moins d'une semaine. C'est-à-dire, c'est 2 à 3 jours. Le karyotype n'est pas un truc très... Ce n'est pas, ce n'est pas long. Il y a le temps de la culture cellulaire, il y a le temps du choix des métaphases et autres. Donc, c'est une question d'une semaine ou bien de 2 semaines pour avoir le résultat. D'accord. Donc, vous m'avez demandé, Oui. en fait, ce que j'ai dit, Mm. ce que j'ai fait comme diapo en dernier, je voudrais réitérer cette question. Aujourd'hui, il y a eu dans les années 80 la révolution informatique, il y a eu au XVIIIe siècle la révolution mécanique. Aujourd'hui, on est au niveau de la révolution génétique et génomique. C'est-à-dire, toute l'attention est portée sur la découverte de nouveaux variants, de nouveaux gènes. Parce que les gens ont vu que dans tous les domaines de la santé, la génétique a quelque chose à faire. Même dans les traitements, par exemple, du sida, même dans les traitements de la tuberculose. Donc la génétique a un mot à dire parce que c'est en fonction des germes qu'on donne les molécules qu'il faut parce que certains germes ont été montrés résistants à certaines molécules antituberculeuses ou à certaines molécules anti-sida. Donc c'est aussi banal, c'est-à-dire je parle de ces deux pour que les gens sachent que pourquoi la nivaquine a été retirée? Parce qu'on a découvert que le moustique a développé un germe résistant à ces molécules. Donc, la génétique est vraiment la discipline à embrasser. Même si les gens font leur neuro, il faut qu'ils s'intéressent à la génétique. S'ils font la gastro, il faut qu'ils s'intéressent à la génétique. Et c'est ce qui est le futur aujourd'hui. Et tout l'argent est en train d'être mis à trouver des échantillons africains. Mais il faut que les gens aillent doucement à chercher à établir des collaborations qu'on appelle des collaborations équitables. OK, on va avoir des échantillons des Africains, on va avoir des données des Africains, mais il faut qu'à la sortie, que l'Afrique aussi sorte gagnante par des infrastructures locales, par l'amélioration des conditions de travail des chercheurs, par la formation de la nouvelle génération qui pourra compétir avec les standards internationaux et s'octroyer ou décrocher
des, des, C'est grand. des grantes pour eux. Donc, voilà ce que moi j'encourage les gens à aller à la collaboration et c'est la collaboration qui permet réellement de faire décoller l'Afrique et de nous rapprocher. Exactement. Et vraiment, vous avez tout dit, hein, docteur. Et tout ce que vous dites, on le sent vraiment autour de vous parce que en février passé, au congrès de neurologie de Dakar, j'ai rencontré votre équipe que vous avez envoyée, donc des jeunes vraiment dans le domaine de la neurogénétique que j'ai rencontré là-bas et qui, je pense, même le meilleur prix de présentation a été attribué à un de vos élèves. Et, Donc, c'est vraiment bien, quoi. C'est mais, vraiment, c'est une fierté. C'est une fierté. Et on espère bien que cela vraiment, je le répète encore une fois, fasse tâche d'huile et que les gens s'intéressent vraiment à la collaboration dans le concret, pas seulement donc lors des rencontres scientifiques, on échange et puis après, il n'y a pas de fait. ouais. Donc, docteur, on va vous laisser le mot de fin, je ne sais pas, pour Bon, clore cette séance. Et vraiment, encore, merci beaucoup. Malgré votre déplacement, votre séjour hors du continent, vous avez accepté d'animer, d'échanger avec nous sur ce thème. Et surtout, en étant quelqu'un qui inspire vraiment la nouvelle génération pour montrer qu'on peut être un self-made man, comme on dit. Donc, on peut vraiment partir de... Voilà. Donc, voler par ses propres ailes, excusez-moi, afin de poser des actes concrets et qui puissent vraiment contribuer à la recherche médicale et surtout avoir un impact sur la nouvelle génération montante qui certainement va continuer ce travail. oui. Et Euh, merci. Bon, hmm, comme vous avez dit, en réalité, l'un, l'un de mes objectifs principaux, hein, en réalité, c'est la formation de la jeune génération. hmm. Et bon, c'est pour être égoïste aussi, parce que moi, je veux aller à la retraite anticipée. Donc, vraiment, comme je dis aux gens, je dis surtout à la jeunesse, hein, les choses ne sont pas acquises facilement et pas aussi rapidement. Et s'il voit ce qui a été présenté ici, c'est un travail qui a commencé en 2002. Donc, c'est la 20e année. Et ce travail commencé en 2002 n'a pas commencé en 2002. Il a trouvé qu'il y a eu des gens qui ont fait aussi des caractérisations cliniques et qui ont mis dans des registres. Et c'est l'exploitation de ces registres aussi qui ont permis de recontacter ces patients et de faire un décollage. Donc, il ne faut pas qu'on soit pressé. Ok, les gens peuvent avoir leurs ambitions. Il y a des gens qui veulent faire l'argent, il y a des gens qui veulent faire la recherche et autres. C'est vrai que la recherche, elle peut faire l'argent, mais ça demande vraiment une attention, c'est-à-dire ça demande un temps. C'est vrai, je dois dire aux jeunes que ce n'est pas que je me fais de l'argent, mais ça permet quand même d'être au-dessus de certaines choses. Et c'est aussi une question d'ambition. C'est-à-dire, si vous voulez faire la recherche, vraiment, elle a besoin de patience. Elle a besoin de patience, elle a besoin de rigueur, elle a besoin de disponibilité. Et moi, j'exhorte tout le monde à aller vers la recherche. Parce que même si vous êtes dans votre clinique, vous avez besoin de savoir ce qu'il y a vraiment comme nouveauté dans les traitements. Comme... Aujourd'hui, c'est nous qui utilisons les Vidal. Hein. C'est nous qui utilisons les Vidal. Les pays européens, asiatiques n'utilisent plus les Vidal. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des molécules qui n'ont pas les mêmes dosages dans la population asiatique que dans la population européenne. Les gens ne savent pas aujourd'hui que Exactement. si on dit 10 mg par kilo par jour, là, ça a changé. Hein? Ça n'existe plus. Exactement. Ça Même au n'existe niveau plus.
même au niveau des anti-épileptiques, nous, par exemple, les doses qu'on utilise sont très, c'est-à-dire les occidentaux, croient que c'est des doses ce sont des doses très faibles. Chez eux, il leur faut des doses plus élevées, alors que nous, avec des petites doses, on arrive à régler vraiment, à traiter beaucoup de nos patients. Donc, Oui, mais vraiment, il faut que il y les a une gens grande sachent différence. que derrière cet état, il y a un désordre ou bien il y a une variation génétique derrière qui fait que soit nous métabolisons plus rapidement ou plus lentement ces molécules. Vous voyez? Donc, c'est nous qui sommes un peu en retard. Sinon, le warfarin, par exemple, on sait que le warfarin, pour l'Afrique, il faut vraiment de fortes Les doses. anticoagulants, Oui, oui. Il y a l'isoniazide aujourd'hui qui ne doit pas être la donné tuberculose. systématiquement aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont des métaboliseurs lents, chez qui, en donnant certaines posologies, on arrive à une toxicité hépatique. Exactement. Il y a beaucoup Exactement. de choses qui se passent aujourd'hui Exactement. dans notre pratique médicale. C'est la réponse est génétique. Donc, il Exactement. faut que les gens embrassent, euh, qu'ils soient persévérants dans ce qu'ils font et que même leur thèse, hein, il faut que les gens, même leur thèse, il faut qu'ils aient le courage de proposer à leur directeur de les publier. Et c'est la publication, malheureusement, ce sont les publications qui déterminent aujourd'hui notre habilité. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on fait cliniquement, si on veut des fonds, les gens veulent nous connaître. Et les gens ne nous connaissent pas par le nombre de patients qu'on a traités. Hein. Et Ils dans nous les tiroirs, connaissent les risques par, dans les tiroirs, voilà, ils dans nous les connaissent armoires. par ce qu'on publie. Donc, il faut Exactement. que les gens publient, qu'ils publient et qu'ils publient. Exactement. Et ne serait-ce qu'en faisant ça, un jour, quelqu'un va t'envoyer un email pour dire, j'ai vu que tu as publié sur ça. Est-ce que tu es intéressé à faire une collaboration? Exactement, oui. Voilà. Donc, Exactement. et c'est comme Exactement. ça qu'on Très va malheureusement, relever les défis. très malheureusement, la notion de publication n'est pas très Ouais, familiarisée en Afrique. Et les ouais, gens pensent que c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux enseignants-chercheurs, ce qui n'est non, pas le cas. La ouais, publication, c'est partager ce qu'on fait sur le terrain au quotidien. Et ça nous permet vraiment d'exporter notre médecine aussi, notre expérience, ouais, afin qu'elle soit prise en compte, même dans la documentation de la médecine, de la littérature internationale, où ouais. vraiment on sait que l'Afrique, on a des particularités, mais qui ne sont pas partagées. J'en ai parlé en août 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez à Paris, où Mhm. j'insistais beaucoup sur cet aspect. Ouais. D'accord, vraiment, docteur, merci beaucoup. Oh, Donc, nous remercions beaucoup Bareba. nos participants qui ont patienté jusqu'à 1h42 Mm. en train de nous suivre. Ouais. Donc, on va clore la séance. Docteur, est-ce que vous avez un mot de fin donc, pour clore cette séance? Bon, un mot de fin de la fin. De la fin, oui, oui, de la fin, exactement. Ok, bon, je remercie tous ceux qui ont participé. Et je Hmm. remercie les organisateurs. Voilà, merci bien. Et, C'est nous. et ça a été un plaisir et c'est toujours un plaisir pour moi de participer à de telles initiatives. Et j'espère il y en aura d'autres. Inch'Allah. Et, et je souhaite bonne chance à tous les apprenants qui sont sur le forum et très bonne carrière. Merci bien. Et, et je souhaite aussi que l'Afrique puisse réellement émerger et vraiment être à la hauteur des autres un jour. Et je suis sûr qu'on peut. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel qui est là, tout le potentiel qui est là, humain, matériel, qui est là pour qu'on puisse décoller. Et il nous faut juste Exactement. prendre des initiatives et avoir des soutiens locaux. Donc, même si un jour on doit nous-mêmes se faire ce soutien, on est obligé d'embrasser cette voie. Vraiment, merci Hmm. à tous. Et puis, bon, je suis ouvert toujours aux questions ou à la correction des irrégularités qui auraient été prononcées ici.
Exactement. Merci beaucoup, vraiment, docteur. On a partagé votre email. Donc, OK. ceux qui sont vraiment intéressés à continuer à poser les questions, que ce soit du Mali ou d'ailleurs, donc on a partagé l'adresse mail de docteur Guida et on a vu vraiment avec beaucoup de personnes connectées un peu partout en Afrique, au Maghreb, en Afrique subsaharienne. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça notre objectif vraiment, créer ce cadre d'échange, donc de formation continue et de transfert de compétences des chevronnés donc aux apprenants. Mm. Ok, merci beaucoup, donc, docteur. Et très bon Merci. séjour dans le pays de l'oncle Sam et Inch'Allah, à une prochaine conférence en ligne. Merci. Je fais coucou à toute l'équipe qui Voilà, merci bien. j'ai vérifié tout de suite ceux qui sont connectés. Exactement, Tous oui. les membres de l'équipe aussi qui sont connectés ont Voilà, leur merci bonjour bien. ici. Merci. Merci. Annick. Et au Annick, revoir. Au revoir. merci. Merci bien.